Madame Ria, il y a environ 30 ans, à l'occasion d'une altercation avec votre petite amie de l'époque, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Comment est-ce arrivé? Eh bien, la situation était la suivante. Mon petit ami, nous étions ensemble depuis 2 ans et mon enfant était à l'époque en CP. Nous avons pensé que nous pourrions emménager ensemble et c'est ce que nous avons fait. Cependant, j'ai rapidement, découvert qu'il devenait très jaloux, et de plus en plus strict avec moi. Il n'était pas physiquement violent, mais il était souvent jaloux quand je rentrais tard, par exemple. Puis il y a eu un jour où je devais travailler, un samedi matin, donc le vendredi soir, j'ai emmené mon enfant à ma mère, pour que mon petit ami puisse faire la grasse matinée le lendemain matin. Je devais en effet partir au travail à 7 heures. Quand je suis rentrée à la maison, le vendredi soir, mon petit ami n'était pas encore là car il était encore au travail. Une de mes amies m'appelle au téléphone. Elle souhaitait absolument me raconter quelque chose qui lui était arrivé ce jour-là. On a discuté un moment et puis elle m'a dit: «Écoute, ça va me coûter cher au téléphone, si on se retrouvait en ville pour un café?» Bon, j'étais pas très d'accord, pour ça puisque le lendemain je devais travailler, donc me lever tôt. Mais bon, je lui ai dit qu'OK pour une demi-heure et que nous pourrions nous voir en ville. Elle a indiqué que c'était bon une demi-heure et que ce serait mieux qu'au téléphone. J'ai donc accepté, je me suis habillée rapidement, j'ai mis une touche de rouge à lèvres. En effet, j'étais jeune et je ne quittais jamais la maison sans me maquiller un peu. Quand j'ai atteint la porte et mon petit ami arrivait. Quand il a vu que j'étais habillée et pour sortir et que j'avais du rouge à lèvres, il m'a dit: «Mais où est-ce que tu vas à cette heure-ci? Je pensais que tu travaillais demain». J'ai répondu: «Oui, mais je suis pressée, je te expliquerai plus tard, laisse-moi passer, j'ai le bus à prendre. Et si je le rate, eh bien, ça va me retarder, pour rentrer». Cependant, il a insisté pour que je lui explique, tout de suite et ce faisant, il tenait, la porte très fermement d'un bras et de l'autre, il me bloquait, le torse. Je pensais, je pense qu'il utilisait toute sa force pour tenir la porte bien fermée. J'essayais d'ouvrir la porte et je lui disais: «Mais lâche-moi enfin, je vais rater mon bus, je vais rater mon bus». Nous nous sommes donc, disputés et nous étions tous les 2 physiquement engagés, hein. J'utilisais toute ma force pour ouvrir la porte et lui, toute sa force pour tenir la porte fermée. Et au cours de cette confrontation, j'ai senti à un moment donné que je ne pouvais plus respirer car il avait, son bras, à travers moi. En fait, il avait son bras au niveau de mon cou. J'ai réalisé que je ne pouvais plus respirer, hein, et donc je lui ai dit: «Mais je peux plus respirer». J'ai arrêté de tirer sur la porte et j'ai plutôt essayé de repousser son bras de mon cou. Mais j'ai réalisé qu'il semblait ne pas m'entendre en tout cas. Ça m'a troublée. Je me suis demandé: «Mais enfin, est-ce que c'est qu'il ne m'entend pas? Il est tellement obsédé pour, garder la porte fermée ou bien, je comprenais pas quoi». Je répétais juste: «Je peux pas respirer, je peux pas respirer». Ça n'avait aucun effet, hein, il semblait ne pas m'entendre. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que je m'étais libérée de son emprise. Je me suis dit: «Ah chouette, je suis sortie, comment, je m'en fiche, l'essentiel c'est que j'en sois sortie. Je vais courir prendre mon bus». J'ai donc commencé à courir, l'arrêt de bus, se trouvait de l'autre côté de la rue. C'était une route très, très fréquentée. Il y avait beaucoup de circulation et je me suis dit: «Bon allez, je peux y arriver, mon bus est là, je n'ai qu'à courir». Je me suis donc remise à courir, mais une voiture, m'a heurté le pied. Oh, je me suis dit: «C'est pas vrai». Mais j'ai réalisé qu'il m'était rien arrivé du tout. Je n'avais pas mal, rien du tout. J'espérais juste que tout allait, bien pour la voiture aussi. J'étais pressée et je voulais désespérément atteindre le bus. Quand je me suis finalement retrouvée devant le bus, les portes se sont fermées. Toutefois, j'étais maintenant à l'intérieur du bus. Je me demandais pourquoi personne ne s'écartait pour me laisser passer. J'ai alors vu un espace où il y avait, de la place. Je me suis dit:
Oh, les gens sont vraiment impolis quand même, ils s'écartent même pas pour me laisser passer. Je me tenais là et j'essayais de trouver un endroit pour m'accrocher parce que là où j'étais, il n'y avait, ni barre ni poignée auquel m'agripper. J'ai donc essayé, d'atteindre une poignée là, celles qui sont au-dessus, heu, pas très loin de moi, mais en vain parce que je suis pas très grande et c'est pas facile pour moi d'atteindre ces poignées-là, dans un bus. Toutefois, tout à coup, j'étais placée de telle façon que je pouvais l'atteindre, mais impossible, je pouvais pas la toucher ni la saisir. Elle m'échappait sans cesse. Je regardais les gens, je me disais: «Quand même, il y en a pas un, c'est bizarre, il y en a pas un qui va m'aider». C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'ils sont incorrects quand même, il y en a pas un qui m'aide. Ce sur quoi j'ai essayé à nouveau d'atteindre cette poignée, pour réaliser que finalement j'arrivais à être stable sans avoir besoin de m'accrocher. De toute façon, mon arrêt était le prochain ou le suivant. Là-dessus, je me suis retrouvée, et je ne me souviens absolument pas comment, je me souviens pas comment j'y suis arrivée, je me suis retrouvée dans le métro à l'endroit où ma copine m'attendait. Elle était là, je l'ai vue, elle faisait les 100 pas, elle portait un col roulé blanc et une veste en cuir noir. Quand je me suis retrouvée devant elle, je lui ai dit: «Elfrida, je ne peux pas rester, je ne peux pas aller prendre le café, mon copain me fait une crise, je dois rentrer à la maison pour régler ça». Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'ignore. Elle se retourne et continue de faire les 100 pas en disant: «Oh Ria, où est-ce que tu es?» Je trouvais ça vraiment bizarre, hein. Je me suis placée face à elle et je lui ai dit: «Mais enfin, je suis là. Je comprends pas pourquoi tu ne vois pas, je suis là». «Mais tu sais quoi? J'ai pas le temps de t'expliquer, il faut que je reparte, hein». Donc pour qu'on comprenne bien, votre corps était toujours à la maison avec votre petite amie, mais vous, en sortie hors du corps, hein, vous étiez avec votre amie, votre copine. C'est cela? Oui. Je n'avais pas réalisé que j'étais hors du corps, hein, à ce moment-là. Je n'avais pas réalisé que je n'avais pas mon corps avec moi. Mais évidemment, en réfléchissant, ça pouvait être que ce cas-là, hein, mon corps était à la maison. Et c'est donc comme ça que j'ai vécu cette expérience. Je n'ai jamais eu conscience, hein, de ce qui arrivait à mon corps pendant ce temps-là. Je ne m'en suis jamais rendu compte. J'étais partie. J'étais dans le bus, puis j'étais à la station de métro où ma copine m'attendait. Après, cependant, ça a continué et j'étais tout à coup dans une pièce très sombre. Et quand je me suis réveillée, j'avais l'impression de me réveiller comme après un évanouissement. Je me suis demandé: «Mais comment s'est passée la transition entre être avec votre copine dans la station de métro et cette nouvelle expérience?» Eh bien, je me souviens encore être dans la station de métro où ma copine m'attendait et quand je lui ai dit: «Je repars tout de suite, je voudrais, rentrer pour éviter la dispute là». Mais alors, je ne me souviens pas du tout comment je suis rentrée chez moi. J'étais soudain dans cette pièce sombre et j'avais l'impression de me réveiller comme après une perte de connaissance ou quelque chose comme ça. Je me demandais où j'étais et ce qu'il m'avait fait. J'essayais de me souvenir, est-ce qu'on s'était disputé quand j'étais rentrée à la maison? Si nous avions continué à nous battre, s'il était devenu violent? Parce que je me souvenais vraiment de rien et je ne cessais de me demander où j'étais, hein. J'ai finalement supposé que probablement nous nous étions disputés, qu'il m'aurait peut-être emmenée au sous-sol et que je m'étais évanouie là. Je ne savais tout simplement pas ce qui s'était passé. J'étais dans une pièce très, très sombre. De toute ma vie, j'ai jamais connu une pièce aussi sombre, hein, parce que même, quand vous fermez les volets dans une chambre, la nuit, dans une pièce la nuit, il ne fait pas si sombre que ça. Il y faisait si sombre que je ne pouvais pas distinguer le sol du plafond. Je me demandais: «Mais où est-ce que je suis? Je dois être dans la cave». C'est ce que je pensais. Je me suis alors dit qu'il me fallait, trouver le mur parce que ça me permettrait alors de trouver un interrupteur. On trouve généralement un interrupteur à côté de la porte et la porte de la cave, hem, dans mon immeuble était une porte métallique. J'ai pensé que si je pouvais trouver l'interrupteur, je trouverais la porte.
et qu'en frappant fort, quelqu'un pourrait peut-être m'entendre et me faire sortir. J'ai alors essayé de trouver le mur, mais j'ai vu quelque chose sur ma droite. C'était comme une galerie dans une mine. Et je me suis dit, oh là là, notre sous-sol, qu'est-ce qu'il est vieux quand même. Le mur n'était même pas plâtré. On sentait directement la roche. Et puis tout à coup, j'ai eu l'impression d'entendre de l'eau qui coulait, comme quand on est près d'un ruisseau. Je me suis dit, il y a de l'eau, au moins, si j'ai soif, il y a de l'eau quelque part. Et je me suis aussi demandé d'où venait cette eau. J'ai baissé les yeux parce que ça venait d'en bas. Et j'ai alors remarqué que mon corps brillait. Mon corps brillait. Et je portais une sorte de robe blanche, transparente. Et je me demandais d'où cette robe venait. Hein. Je ne possédais pas de robe comme ça. J'ai alors aussi vu que mes pieds pendaient comme ça. Et je voyais aussi mon corps comme une ombre à travers la robe. Quant à mes mains, cette robe avait comme des manches longues ouvertes. Et j'ai aussi réalisé que je ne touchais pas le sol. Au moins, je me suis dit, je ne vais pas me mouiller. Parce que autrement, j'aurais peut-être risqué de tomber malade. Et je voulais trouver la lumière. Maintenant que j'étais sûre de ne pas me mouiller, je voulais me concentrer sur la recherche de l'interrupteur. Soudain, j'ai remarqué que quelqu'un se tenait à côté de moi. J'ai perçu une présence. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai réalisé que c'était une sorte d'être de lumière. C'était une femme avec de très très longs cheveux blonds. En fait, ils n'étaient pas blonds, je pense, ils étaient dorés. Ses cheveux étaient... Tout était baigné en fait dans une lumière dorée. J'ai aussi vu qu'elle portait une longue robe qui allait jusqu'à ses pieds. Et elle m'était très familière. Je la connaissais, hein, c'était certain. Je lui ai dit « Oh, comme c'est gentil d'être avec moi, je ne suis pas toute seule. Je cherche la lumière, est-ce que tu sais où est-ce qu'il y a un interrupteur ?» Elle m'a répondu « Oui, c'est par ici. » Alors j'ai dit d'accord et on a commencé à marcher. Enfin, on flottait en vérité. Nous flottions dans la direction qu'elle avait indiquée. Et avec ma lumière plus sa lumière, eh bien l'endroit est devenu plus lumineux. On n'y voyait pas clair, mais c'était beaucoup moins sombre qu'avant, qu'au début. Ça ressemblait à une espèce de galerie comme dans une mine ou à un tunnel. Donc nous flottions ensemble dans la direction donnée et elle tournait en quelque sorte autour de moi. C'est-à-dire que d'abord elle était là à ma droite, puis devant moi à ma gauche, puis derrière moi et encore sur ce même schéma. Comme si elle prenait soin de moi, comme si elle me protégeait. J'ai eu cette impression en fait, hein, qu'elle me prenait soin de moi et qu'elle me protégeait. Et tout d'un coup, quand je me suis retournée à droite, une bifurcation est apparue, c'est-à-dire qu'il y avait un autre tunnel. Et ce nouveau tunnel était éclairé comme le nôtre. C'est alors que j'ai vu une silhouette masculine. C'était lui aussi une sorte d'être de lumière. Et cet être de lumière portait un pantalon et aussi des bottes jusqu'aux genoux. Il y avait aussi des bretelles qui tenaient le pantalon. Et j'ai vu comme un mouvement, comme s'il venait de remonter ses bretelles par-dessus son épaule. Il était visiblement pressé de venir à nous et il était très content. Je pouvais ressentir ce que tous les deux éprouvaient.
je les connaissais tous les deux, hein. J'ai alors eu le sentiment que la première figure dorée, c'est-à-dire la figure féminine, lui a demandé quelque chose comme: «Bah alors, qu'est-ce que tu fais?» Et il a dit: «Je suis là, je suis là». Avec le recul maintenant, hein, très brièvement, je dois dire que j'ai raconté cette expérience à ma mère en 2020. Elle m'a alors dit que son père était pêcheur et qu'il portait toujours des bottes jusqu'aux genoux. Pour ma part, je ne me souviens pas de mon grand-père, hein, il est décédé lorsque j'avais 3 ans. Je ne peux donc pas assurer que c'était lui. Quoi qu'il en soit, après nous avoir rejoints, il s'est placé derrière moi et l'être féminin s'est positionné devant moi. Ils ont gardé cette position pendant tout le temps où nous flottions dans ce tunnel. Et puis tout à coup, de plus en plus d'êtres de lumière se sont joints à nous. Ils me connaissaient tous, hein. Ils m'accueillaient, ils me prenaient dans leurs bras et je faisais de même. Et dès que mon aura touchait l'aura d'un autre être de lumière, eh bien nous communiquions. Nous partagions nos sentiments de cette façon également. Et ce, dès l'instant où je touchais l'aura d'un autre être de lumière. C'était une sensation formidable. Comme s'il me disait: «Bienvenue à la maison». J'avais vraiment l'impression de rentrer chez moi. C'était tellement beau, vraiment beau, hein. Je flottais dans ce tunnel et on se prenait dans les bras les uns les autres. Et à un moment donné, j'ai demandé: «Mais où est la lumière? Où est réellement la lumière?» Alors l'être de lumière que j'avais rencontré en premier m'a dit: «Eh bien là-bas, devant nous». Et tous les autres ont renchéri: «Oui, oui, là-bas». Quand j'ai regardé dans cette direction, j'ai vu au loin une sorte de petite lumière blanche brillante. J'ai alors rétorqué: «Vraiment, si loin que ça?» Je me suis ensuite retournée pour voir le chemin parcouru jusqu'ici et estimer la distance jusqu'à la lumière. Je voulais vraiment désespérément y aller, hein, c'était ma maison. Je me suis alors retournée et j'ai vu la terre du dessus, à travers les nuages, notre planète bleue tout entière. Et je pouvais voir derrière moi, à droite, c'est vraiment étrange, hein, je pouvais voir qu'il y avait une guerre en cours au sud-est. Les gens s'y battaient et je me suis dit combien vraiment toute cette guerre était insensée. Il n'y a vraiment jamais d'issue à une guerre. J'ai ensuite regardé à nouveau à ma gauche et c'est comme si je pouvais zoomer sur une situation qui m'intéressait. Ce faisant, j'ai vu un petit garçon noir qui était traqué par un gang ou quelque chose comme ça. Ils étaient armés de couteaux et ils avaient l'intention, bien évidemment, de le poignarder à mort, hein. Et ce garçon s'est retrouvé dans une impasse et je savais qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Reconnaissant le danger, j'ai demandé aux autres êtres de lumière s'ils voyaient la même chose que moi. Ils ont acquiescé et je leur ai demandé si nous pouvions l'aider. Ils m'ont répondu que bien sûr, hein, si je le voulais, je pouvais tout à fait l'aider. Toutefois, ils ont ajouté que ils m'ont demandé: «Mais est-ce que tu es d'accord et prête à ensuite vivre la vie de ce garçon? Ou bien est-ce que tu veux aller à la lumière?» J'ai alors répondu: «Non, en effet, ça ferait que retarder les choses, mieux vaut aller directement à la lumière». Donc sur quoi je me suis retournée et j'ai continué à flotter dans la direction de la lumière. Tout à coup, j'allais de plus en plus vite. Mais soudain, j'ai entendu mon petit ami qui m'appelait. Il prononçait et il disait mon nom. Je
j'ai entendu m'appeler. J'ai demandé aux autres aides de lumière s'ils avaient entendu la même chose. Ils m'ont répondu: «Oui, oui, bah, c'est comme ça que les gens font, tu te souviens pas?» Je leur ai répondu: «Oui, mais enfin, c'est quand même bizarre, hein». J'avançais toujours en flottant, hein, mais ils n'arrêtaient pas de m'appeler. Encore une fois, je leur ai demandé: «Mais, vous l'entendez?» Ils m'ont dit: «Oui, bien sûr, que nous l'entendons. Tu sais bien que c'est comme ça qu'ils font, ils appellent, ils pleurent». J'ai répondu: «Oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'ils m'appellent? Ils voient bien que je suis là désormais». Au moment où j'ai dit ça, j'ai eu l'impression que mon cerveau physique, hein, était comme remis en marche. Parce que d'une certaine façon, je pensais en 2 dimensions. Je me demandais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis?» Là-dessus, j'ai eu, le sentiment que je devais être en train de mourir. Je suis en train de mourir. À ce moment-là, j'ai eu une vision. J'ai vu mon copain de l'époque récupérer mon enfant à l'école et rentrer ensuite à notre domicile à pied. Et je l'ai vu avoir de mauvaises intentions à l'égard de mon enfant. J'ai donc pensé: «Oh non, mon Dieu, pas mon enfant». Au même moment, je n'étais plus dans ce tunnel. J'étais ailleurs et je ne savais pas où j'étais. Toutefois, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose de blanc, je ne sais pas distinguer ce que c'était. Je me demandais ce que c'était. La situation précédente avait complètement disparu, hein, j'étais tout à fait ailleurs. Je me demandais: «Mais qu'est-ce que je suis maintenant?» J'ai continué à regarder autour de moi jusqu'à ce que je réalise: «Ah OK, il y a un mur et là, c'est le plafond». J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon corps. Il était allongé sur le plan de travail de la cuisine. Mais alors, mon corps m'était complètement étranger, absolument étranger. C'était comme, regarder cette lampe, par exemple. Absolument, complètement étranger. Je me suis alors dit: «Ah oui, je suis un être humain et ça, c'est mon corps». Après quoi, j'ai eu des visions. J'ai vu des choses qui se sont réalisées plus tard, mais beaucoup plus tard, 15, même 20 ans plus tard. Par exemple, je me suis vue, c'est-à-dire j'ai vu une femme debout dans une cuisine en train de faire la vaisselle. Et au-dessus de l'évier, il y avait une fenêtre à travers laquelle elle voyait, enfin je voyais, un beau jardin bien entretenu. Sur le côté, il y avait une sorte de placard de cuisine, un four, et juste à côté, il y avait un interphone. Dans cette même direction, il y avait un autre jardin et ce jardin-là était le mien. Dans ce jardin, il y avait 3 enfants, 2 plus grands, un garçon et une fille, et une toute petite fille. Ils jouaient avec une voiture en plastique rouge. Les enfants s'amusaient dans le jardin, ils riaient, il faisait beau, il y avait du soleil. Pendant que je faisais la vaisselle, j'écoutais la radio en même temps. Il y avait une chanson, Que sera sera, qui passait. Je me suis alors dit: «Eh bien voilà, ça c'est ma tâche». Pour autant, je me suis en même temps dit: «Oh là là, c'est une tâche plutôt ennuyeuse, hein». En même temps, je communiquais évidemment avec une puissance supérieure et au moment où j'ai pensé: «Oh là là, c'est une tâche bien ennuyeuse», j'ai pas reçu un ordre vraiment, hein, mais plutôt comme un conseil que vous donnerait un parent. Eh bien, fais-le. Donne-moi la possibilité de faire que cette femme remplisse sa tâche. Je me percevais comme une sorte de boule dorée, vous savez, comme une flamme un peu. Je me sentais totalement neutre, ni bonne, ni mauvaise. Je pouvais être absolument tout ce que je voulais. J'avais beaucoup, vraiment beaucoup de pouvoir. J'avais l'impression de tout savoir concernant l'univers tout entier, toute l'histoire de la Terre. Je savais tout ce qui s'était déjà déroulé, tout ce qui se passerait à l'avenir. J'étais vraiment comme toute
toute puissante. Je me suis alors dit: «OK, donc ça, c'est mon corps». J'ai légèrement appuyé, comme sur une boule, vous savez, une sorte de boule dorée, sur la zone du front entre mes yeux. J'ai regardé à nouveau mon corps en dessous, en pensant: «Bon, eh bien, ça, c'est mon corps et je dois y plonger». À ce moment-là, je me suis retrouvée dans mon corps et mon corps s'est redressé. Je veux dire, en fait, que moi, Ria, hein, je me suis alors relevée et sans aucune difficulté, je me suis levée du plan de travail, de la cuisine. Je me tenais là en me demandant: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi est-ce que je dors dans la cuisine? Qu'est-ce que je fais ici?» Je ne me souvenais d'absolument rien du tout. Je pensais juste que je m'étais endormie dans la cuisine et que j'avais fait un rêve. Je me suis alors dirigée vers le salon et j'ai vu mon ami assis là, la tête entre les mains, qui pleurait. Je lui ai alors dit: «Mais pourquoi est-ce que je dormais dans la cuisine?» Il s'est retourné, me regardant comme s'il voyait un fantôme. Et il m'a dit, irrité: «Tu faisais semblant d'être morte? Tu m'as fait drôlement peur!» Il n'a pas voulu continuer la conversation quand j'ai essayé de lui expliquer que j'avais rêvé. Je lui ai raconté tout ce que j'avais vécu ou rêvé, hein. Je n'avais bien sûr jamais entendu parler d'expérience de mort imminente auparavant, ni de tunnel, ni rien du tout. Je savais rien de tout ça. J'ai alors essayé de savoir ce qui s'était passé et je lui ai demandé: «Mais enfin, qu'est-ce qui s'est réellement passé?» Je ne me souvenais que d'être allée voir ma copine, je me souvenais du métro, je me souvenais absolument pas qu'il y avait eu un échange violent. Je me souvenais seulement de son bras qui bloquait mon cou et de lui avoir dit que je pouvais plus respirer. Tout ça, c'était vraiment très déroutant, hein. Peut-être 4 jours plus tard, nous étions tous les 2 donc assis dans le salon et nous regardions la télé. Il s'agissait étonnamment d'un documentaire sur les expériences de mort imminente et sur ce tunnel. J'ai regardé ce documentaire et j'ai été absolument abasourdie. J'ai regardé mon ami de l'époque et je lui ai dit: «Mais ce documentaire, c'est exactement mon rêve, c'est ce que je t'ai raconté». Il était très en colère, hein. «Oui, si tu savais ce que c'était». Non, je lui ai dit: «Je ne savais pas». Et même plus tard, il n'a jamais voulu me dire ce qui s'était réellement passé. Nous avons bien sûr rompu, je n'ai plus jamais eu de contact avec cette personne. Donc voilà mon expérience. En avez-vous reparlé avec votre amie, là, celle que vous avez rejoint dans le métro? Oui, elle était très en colère après moi, parce qu'elle s'était dépêchée en pleine nuit, enfin pas en pleine nuit vraiment, puisqu'il était peut-être 20h, 20h30. C'était en automne, donc il faisait déjà noir. Et elle m'a dit: «Dis donc, tu m'as posé un lapin, hein, je t'attendais à la station de métro». Bah, je lui ai dit: «Non, j'étais là. J'étais là et je t'ai dit que je ne pouvais pas rester». Elle a rétorqué: «Mais non, c'est pas vrai, tu étais pas là». J'ai insisté: «Mais si, j'étais là. Tu portais ton pull, un pull blanc à col roulé et une veste en cuir noir». Bah, elle a dit: «Oui, peut-être, mais c'est vrai, mais tu n'étais pas là». À ce stade, nous étions toutes les 2 très, très surprises. J'étais absolument convaincue que j'étais présente et la seule chose, c'était qu'elle ne m'avait pas elle ne m'avait pas vue. Vous étiez juste là, mais hors de votre corps. Oui, j'étais là, hors du corps. Pourtant, je me percevais exactement telle que je suis. Je n'étais pas quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit d'autre. J'étais exactement moi-même. J'ai pas remarqué que je ne marchais pas et que je flottais. Peut-être parce que j'étais pressée, je ne sais pas. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Je savais qu'elle m'attendait. Je voulais vraiment la rejoindre et puis je devais régler cette dispute avec mon petit ami. Vous vous perceviez tel que vous êtes, donc vous vous perceviez aussi physiquement. Oui, et une autre chose, c'est cette lourdeur, hein, le corps est lourd. Eh bien, je ne sentais pas du tout cette lourdeur. Je flottais et tout était léger. Pas lourd du tout. Au moment où j'ai voulu traverser la rue, hein, il n'y avait pas de voiture qui arrivait à gauche, mais il y en avait qui arrivaient à droite.
Et toutefois, j'ai voulu prendre le risque de traverser la rue car mon bus, était arrivé. J'espérais juste être assez rapide et quand j'ai réalisé que cette voiture m'avait heurté le pied, je me suis dit: «Oh, ben ça c'est bizarre, hein». Parce que en effet, j'étais sûre qu'elle m'avait percutée et pourtant, je n'avais pas mal, rien. J'ai vérifié, non, rien, aucune trace. Et c'est là que j'ai aussi réalisé que je portais mes vêtements habituels, pas une robe blanche, hein. Ça n'est qu'après avoir été dans cette pièce, sombre que je portais cette robe blanche. Enfin, qui n'était pas vraiment blanche, hein, mais plutôt comme une lumière dorée, vous savez, comme la lumière d'une lampe, mais pas une lampe brillante, une lampe douce, une lumière douce. Et mon corps sous cette robe, c'était comme une ombre en fait. Je pouvais clairement voir hein, les contours de mon corps. Je voyais mes jambes qui ne touchaient pas le sol et mes bras qui étaient écartés. En fait, tout ça, c'était très très beau. Je ne peux pas décrire à quel point c'était beau. Je me sentais euphorique, je me sentais libre. Je peux tout simplement pas le décrire. C'était vraiment merveilleux. J'étais à nouveau libre. Ah, j'ai oublié de dire aussi, quand nous flottions en direction du tunnel, et quand j'ai aperçu cette dame, hein, cette première silhouette dorée, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage hein, que ça se produise maintenant, si seulement ça s'était produit que quelques jours plus tard, parce que j'aurais ainsi touché mon salaire, j'aurais pu payer le loyer, toutes les factures. Et cette figure dorée m'a répondu, tu n'as plus à payer quoi que ce soit ici, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai objecté quand même, j'ai dit, mais enfin, et elle m'a interrompue en disant, mais ici, il n'y a pas de loyer à payer. J'ai insisté, j'ai dit: «Bah oui, mais mon fils et mon ami, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne peuvent pas payer le loyer?» Parce que son salaire à lui n'était pas suffisant, hein, pour payer le loyer. Ce sur quoi elle a dit: «Ils trouveront leur chemin». Je me souviens que vaguement ensuite de ce qui s'est passé et je n'ai aucune idée de l'ordre chronologique, hein. Mais il y a une situation où j'étais dans le salon de mes parents et j'ai vu ma mère venir vers moi. Et au moment où elle allait traverser le seuil entre le salon et la cuisine, elle était très gaie, très heureuse, elle fredonnait et j'ai alors eu cette question: «Mais est-ce qu'elle va être triste, quoi?» Et la réponse a été tout de suite: «Non, non, tout ira bien, tout va bien». Et ensuite, une autre situation, je me tenais devant mon père, il était assis sur le canapé et mon visage était juste devant son visage. Je me suis dit: «Ah non, je n'ai pas besoin de m'inquiéter, tout va bien». Ce sont des situations que j'ai vécues à un moment donné de mon expérience et toutefois je ne peux pas déterminer quand. Je ne sais pas si c'était au début de l'expérience ou à la fin. Je m'en souviens plus. Madame Ria, quel impact cette expérience a-t-elle eu sur vous et sur votre vie? Eh bien, j'ai toujours essayé de faire ce qu'il fallait, le bien, hein, toute ma vie. Même enfant, hein, j'ai toujours essayé d'être bien, de bien agir. C'est ce que je voulais faire. Cependant, j'avais l'habitude d'agir de manière beaucoup moins responsable quand il s'agissait de mon corps. Et aussi, je ne croyais en aucune religion. J'ai été baptisée et j'allais à l'église quand j'étais enfant, mais je n'étais vraiment pas attirée par la religion, hein. Disons que j'allais à l'église à Noël, à Pâques, vous voyez, mais pas autrement. Déjà à ce moment-là, hein, je commençais à chercher du sens dans tout ça. Mon expérience était si belle que je ne voulais pas trop y penser, je voulais pas trop m'y attarder. Parce que bien évidemment, j'avais peur que ma vie quotidienne, hein, ma vie ordinaire en perde tout intérêt en conséquence. Quand j'étais jeune, j'étais très dynamique et je voulais toujours tout expérimenter. J'étais en fait très très risque-tout.
Eh bien, je suis devenue beaucoup plus prudente désormais et de plus, je suis devenue également très prudente concernant mes relations. Je me suis en fait bien davantage concentrée sur mon enfant. Ce faisant, j'ai essayé d'agir au mieux en toute situation. Ce qui est important, voyez-vous, c'est l'amour. Depuis mon expérience, j'aime tout ce qui existe au monde. J'aime chaque être humain, j'aime tous les animaux, j'aime les plantes, j'aime la terre. Chaque jour, je remercie Dieu d'avoir créé tout cela. Tout est si beau. Pouvez-vous nous parler de votre vision lorsque vous faisiez la vaisselle, que vous entendiez cette chanson à la radio? Eh bien, dans le logement où j'ai vécu l'expérience de mort imminente, j'y ai vécu 2 ans. Ensuite, j'ai emménagé dans un autre logement où j'ai vécu 10 ans. Et pour finir, en 2003, j'ai emménagé dans le logement où je vis actuellement. Et dans cette maison-là, aujourd'hui, ici, il y a une cuisine avec une fenêtre qui donne sur le jardin de ma voisine. Et c'est effectivement un jardin qui est très beau et très bien entretenu. Quand je me tiens devant l'évier, le placard de la cuisine est effectivement à ma droite. Et à droite du placard, il y a un mur où se trouvait le four. Mais nous avons changé cela entre-temps. Et juste à côté, en effet, se trouve l'interphone. Et dans le prolongement de ce même côté, il y a en effet mon propre jardin. Mon fils s'est marié entre-temps et a maintenant une petite fille. Et elle a une petite voiture rouge en plastique. C'était en fait ma vision de l'époque. Les 2 aînés étaient mon fils et ma fille, et le plus jeune ma petite fille. À l'époque, je ne savais pas ce que ça représentait. J'ai toujours pensé que je me remarierais, que j'aurais probablement 2 autres enfants. J'avais le pressentiment que j'allais bientôt me marier. Et en effet, il n'y a pas eu une grande différence d'âge entre ma fille et mon fils. Un autre pressentiment, en quelque sorte, que j'avais, c'était que j'aurais sans doute un autre enfant beaucoup plus tard, puisque le 3e enfant de ma vision était très petit. En fait, ma petite fille s'est avérée être l'enfant de ma vision. Et je vois mon fils, ma belle-fille et ma petite-fille maintenant dans ma maison. Madame Ria, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie.